La salle d'audience était si silencieuse qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Ce qui rendit d'autant plus saisissant l'instant où 3 voix d'enfants de 9 ans brisèrent soudainement ce silence, comme du verre heurtant le béton. « Nous avons quelque chose à dire, monsieur le juge. » Emma Wellington se leva d'un bond, telle une fusée. Ses 2 frères, Jake et Ryan, l'encadraient de chaque côté. L'entière assemblée se figea. Les avocats restèrent bouche bée, les journalistes laissèrent choir leurs stylos, et le juge lui-même parut aussi décontenancé que si on venait de lui annoncer que des extraterrestres avaient atterri sur son parking. « Asseyez-vous » siffla Marcus Wellington à ses enfants, tendant désespérément la main pour ramener sa fille sur son siège. Mais Emma n'en démordait pas. Elle planta ses pieds au sol, tel un arbre refusant de plier sous l'orage. « Nous sommes des témoins, votre honneur » déclara Jake, sa voix portant l'assurance de quelqu'un à qui l'on n'avait jamais dit que les enfants devaient être vus mais pas entendus. « Nous voulons défendre notre nounou. »« Notre nounou est innocente » ajouta Ryan pour faire bonne mesure, sa voix si forte qu'elle aurait probablement réveillé les habitants du comté voisin. « Elle n'a tué personne. » La salle d'audience explosa dans un chaos plus rapide qu'une étincelle n'embrase la poudrière. Le marteau du juge s'abattit à plusieurs reprises, tel un pivert en pleine crise. Les journalistes bondirent sur leurs pieds, griffonnant frénétiquement. Quelque part au fond, une femme s'évanouit et heurta le sol avec un bruit sourd qui, d'une manière ou d'une autre, ajouta au drame. « De l'ordre. De l'ordre dans mon tribunal. » Beugla le juge Harrison, son visage devenant plus rouge qu'une pivoine en plein été. « Qui sont ces enfants? N'y a-t-il donc aucune autorité dans ma salle ?» Mais les voix des enfants tranchèrent le chaos comme une lame chaude dans du beurre. « Nous avons tout vu cette nuit-là, » affirma Emma, sa voix claire portant d'une manière ou d'une autre au-dessus du tumulte. « C'est Victoria qui a tué cet homme, et elle a fait accuser notre maman Blessing. » Un silence de mort s'abattit sur la salle. On aurait pu entendre une souris éternuer. Victoria Sterling, la femme élégante et sophistiquée qui jouait le rôle de la belle-mère éplorée depuis des mois, devint plus blanche que neige. Ses mains parfaitement manucurées agrippèrent la barre du tribunal, si fort que ses jointures ressemblaient à des billes sous sa peau. « Ce n'est pas vrai !» hurla Victoria, son masque de composition se fissurant enfin comme une coquille d'œuf sur le pavé. « Ils mentent. Ils me détestent. Ils diraient n'importe quoi pour protéger cette femme. » À la table de la défense, Blessing Okafor leva les yeux pour la première fois depuis des semaines. Ses yeux sombres, qui n'avaient été remplis que de défaite et de chagrin depuis le début de ce cauchemar, s'illuminèrent soudain d'une lueur qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Le juge Harrison fixa les 3 enfants qui se tenaient dans sa salle d'audience, comme de petits soldats prêts au combat. En 30 ans de magistrature, il avait tout vu, des meurtriers, des voleurs, des escrocs et des politiciens. Mais il n'avait jamais rien vu de tel. « Jeune fille, dit-il à Emma, la voix soigneusement maîtrisée. Que prétendez-vous avoir vu, exactement ? Nous avons vu le petit ami secret de Victoria venir chez nous, dit Emma, sa voix aussi ferme qu'un roc. Nous les avons vus se disputer dans la chambre de papa. Nous avons vu Victoria le frapper avec le vase en cristal. Et nous l'avons vu accuser notre maman Blessing pour quelque chose qu'elle n'avait pas fait. Le silence qui suivit fut si complet qu'il sembla que le monde avait cessé de tourner. Le procureur, qui quelques instants plus tôt présentait avec assurance son dossier contre Blessing, avait l'air de quelqu'un à qui l'on venait d'annoncer que la gravité avait été annulée. L'avocat de la défense, un commis d'office à l'air fatigué qui avait suivi l'émotion pour défendre une cause qui semblait perdue d'avance, se redressa soudain, plus droit qu'un soldat au garde à vous. Et Marcus Wellington, homme d'affaires milliardaire, maître des conseils d'administration et des OPA hostiles, regarda ses enfants avec un mélange de fierté, de terreur et une compréhension naissante qui lui donna l'impression d'avoir les genoux en coton. « Huissier, » dit calmement le juge Harrison. « Évacuez cette salle d'audience de toute personne à l'exception des parties directement concernées. Nous nous retirons dans mon bureau. Maintenant. » 20 minutes plus tard, entassés dans le bureau du juge Harrison comme des sardines en boîte, la vérité jaillit de la bouche des enfants comme l'eau d'un barrage qui cède. « C'était un mardi soir, » commença Emma, ses petites mains jointes sur ses genoux comme si elle faisait une présentation professionnelle. Papa était à Monaco pour le travail. Victoria pensait que nous dormions tous, mais j'écrivais dans mon journal. « Tu écrivais sur quoi ?» demanda doucement le juge. « Sur le fait que Victoria était méchante avec maman Blessing quand papa ne regardait pas, » répondit Emma avec un naturel déconcertant. Elle lui faisait nettoyer des choses que d'autres personnes étaient censées nettoyer. Elle l'insultait. Elle lui disait qu'elle n'était que la domestique. Marcus sentit comme un coup de poing à l'estomac. Ses enfants avaient observé, veillé, protégeant leur nounou bien-aimé pendant que lui avait été complètement aveugle à ce qui se passait dans sa propre maison. « Puis j'ai entendu des bruits de pas dans le couloir, » continua Emma.
Quelqu'un se faufilait vers la chambre de papa et Victoria. J'ai cru que papa était peut-être rentré plus tôt. Alors, je suis allé voir. Jake reprit l'histoire de manière fluide. Emma est venue nous réveiller. Elle a dit qu'il y avait un homme étrange dans la maison et qu'il se disputait avec Victoria. Nous nous sommes glissés jusqu'à la porte de leur chambre, ajouta Ryan, sa jeune voix empreinte d'un sérieux qui mit les adultes présents légèrement mal à l'aise. Nous avons tout entendu. Qu'avez-vous entendu exactement ? Demanda le procureur, bien qu'il semblât ne pas vraiment vouloir connaître la réponse. L'homme a dit qu'il s'appelait David, récita Emma avec une précision parfaite. Il a dit à Victoria qu'elle l'avait quitté après 8 ans de vie commune pour un père célibataire avec 3 enfants. Il a dit, après tout ce que nous avons traversé, après tout ce que j'ai fait pour toi. Il avait l'air très en colère. Victoria lui a dit de partir, continua Jake. Elle a dit que c'était fini parce qu'elle était mariée maintenant. Elle a dit, et si quelqu'un nous voit ? Mais il ne voulait pas partir. Ryan termina. Il a dit, si je ne peux pas t'avoir, personne ne t'aura. Puis il a essayé de l'attraper. Les adultes dans la pièce échangèrent des regards dont l'intensité aurait pu alimenter une petite ville. Et ensuite, que s'est-il passé ? Demanda le juge Harrison, bien que sa voix suggérât qu'il commençait à comprendre exactement ce qui s'était passé. Victoria l'a frappé avec le grand vase en cristal qui était sur la commode, dit simplement Emma. Ça a fait un bruit terrible. L'homme est tombé et ne s'est pas relevé. Victoria ne nous a pas vus regarder, ajouta doucement Emma. Elle pensait que nous dormions tous, mais j'ai couru tout raconter à mes frères. Pourquoi n'avez-vous rien dit à personne avant ? Demanda l'avocat de la défense, retrouvant enfin sa voix. On a essayé, dit Jake, la frustration claire dans sa jeune voix. On voulait le dire à papa, mais Victoria ne nous laissait jamais seuls avec lui. Elle était toujours là. Toujours à écouter. Et puis les adultes ne croient généralement pas les enfants quand ils disent du mal d'autres adultes, ajouta Ryan avec une sagesse déchirante qu'aucun enfant de 9 ans ne devrait posséder. Marcus se leva si brusquement que sa chaise faillit basculer. Je dois parler à ma femme, dit-il, sa voix plus froide qu'un vent arctique. Maintenant. Victoria, qui était restée assise en silence pendant le témoignage des enfants, prit enfin la parole. Marcus, tu ne peux pas sérieusement croire. Je crois mes enfants, la coupa Marcus, ces mots assez tranchants pour couper du verre. Ils ne mentent pas. Ils ne m'ont jamais menti de toute leur vie. La façade parfaitement composée de Victoria s'effondra complètement. Ce ne sont que des enfants. Ils sont confus. Ce sont les enfants les plus intelligents que je connaisse, dit doucement Marcus. Et ils viennent de sauver la vie d'une femme innocente. L'enquête qui suivit fut plus rapide qu'une rumeur dans une petite ville. En quelques heures, la police découvrit que David Morrison avait bien été le compagnon de Victoria pendant 8 ans avant qu'elle ne rencontre Marcus. Des experts en informatique travaillèrent jour et nuit pour récupérer les enregistrements de sécurité mystérieusement effacés, trouvant des fragments qui montraient David entrant dans la maison par une porte de service, une porte qu'il n'aurait pu ouvrir que si quelqu'un lui avait permis d'entrer. Les relevés téléphoniques de David révélèrent des dizaines d'appels et de messages sans réponse au numéro de Victoria, beaucoup d'entre eux colériques et de plus en plus désespérés. Ses amis confirmèrent qu'il avait été dévasté par le départ soudain de Victoria et qu'il parlait de manière obsessionnelle de la reconquérir. Les preuves dressaient un tableau aussi clair qu'un jour d'été. Victoria avait vécu un mensonge depuis le moment où elle avait rencontré Marcus. Elle l'avait utilisé pour échapper à son ancienne vie, puis avait utilisé Blessing comme bouc émissaire lorsque son passé était revenu la hanter de la pire des manières. 3 jours après la révélation des enfants au tribunal, Victoria Sterling plaida coupable d'homicide involontaire et de complot pour faire accuser une personne innocente. Elle fut condamnée à 30 ans de prison. Ses rêves de luxe et de sécurité s'effondrèrent comme des châteaux de sable à marée haute. Blessing fut libérée immédiatement, toutes les charges abandonnées, son casier judiciaire vierge. Mais lorsque Marcus et les enfants se précipitèrent à la prison pour la retrouver, elle était déjà partie. Elle est partie il y a environ 1 heure, leur dit le greffier. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps pour réfléchir et guérir. Elle vous a laissé ceci. La note était écrite de l'écriture soignée de Blessing. Ma chère famille. J'ai besoin de temps pour guérir mon cœur et éclaircir mon esprit. Ces mois ont été très durs et je dois réfléchir à ce qui vient ensuite pour moi. Sachez que je vous aime tous plus que les mots ne peuvent le dire. Emma, Jake et Ryan, vous êtes les enfants les plus courageux du monde. Vous m'avez sauvé quand je ne pouvais pas me sauver moi-même. Je ne sais pas si je reviendrai. Trop de mauvais souvenirs habitent cette maison maintenant. Prenez soin les uns des autres. Votre maman Blessing. Emma éclata en sanglots, là, dans le hall de la prison.
Jake frappa le mur le plus proche et le regretta aussitôt. Ryan se blottit dans les bras de Marcus et refusa de le lâcher. « Nous devons la trouver, papa », sanglota Emma. « Nous devons la ramener à la maison. » Mais Blessing avait disparu aussi complètement qu'une brume matinale. Les mois qui suivirent furent les plus longs de leur vie. Marcus engagea des détectives privés, suivit chaque piste, traça chaque possibilité, mais Blessing semblait s'être volatilisé. Les enfants avaient le cœur brisé d'une manière qui provoquait une douleur physique dans la poitrine de Marcus, rien qu'à les regarder. Il engagea nounou après nounou, mais aucune ne dura plus de quelques semaines. Les triplés avaient perfectionné l'art de faire démissionner les gouvernantes indésirables plus vite que la glace ne fond en été. La nounou numéro 3 démissionna, après que Jake lui eut demandé avec une politesse parfaite pourquoi ses biscuits avaient le goût du carton. La nounou numéro 5 tint exactement 2 jours avant de fuir, prétendant que les enfants lui avaient posé trop de questions embarrassantes sur ses qualifications et son expérience. La nounou numéro 8 faillit tenir une semaine avant qu'Emma ne l'informe calmement que ses voix pour les histoires du soir étaient inadéquates et qu'elle ne comprenait manifestement pas les besoins émotionnels d'enfants surdoués. « Nous ne voulons pas de nouvelles nounous », dit Emma à son père après qu'une autre gouvernante eut fait ses valises, vaincue. « Nous voulons que notre vraie maman revienne. » « Ces autres femmes ne nous comprennent pas, » expliqua Jake avec une logique de 9 ans. « Elles pensent que nous ne sommes que des enfants de riches qui ont besoin d'être gérés. Maman Blessing savait que nous étions des personnes. Elle nous faisait nous sentir en sécurité, » ajouta simplement Ryan. Maintenant, plus rien ne semble sûr. Marcus réalisa que ses enfants étaient en deuil tout aussi profondément que lui. La maison semblait vide sans le rire de Blessing résonnant dans les couloirs, sans ses chants terriblement faux dans la cuisine pendant qu'elle cuisinait, sans sa voix patiente lisant des histoires du soir avec 3 accents amusants différents pour Ryan. « Elle me manque aussi », admit Marcus à ses enfants un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble dans la chambre d'Emma, se sentant tous perdus. « Elle me manque plus que je ne l'aurais cru possible. »« Est-ce que tu l'aimais, papa ?» demanda Emma avec la franchise qui avait fait d'elle un témoin si redoutable au tribunal. Marcus resta silencieux un long moment, regardant par la fenêtre le jardin où Blessing avait l'habitude de courir après les enfants les soirs d'été. « Oui, » dit-il finalement. « Je pense que oui. Je pense que je l'aime. J'étais juste trop stupide et aveugle pour le réaliser avant qu'elle ne soit partie. »« Alors pourquoi ne l'as-tu pas épousée au lieu de Victoria ?» demanda Jake avec la brutale honnêteté de l'enfance. Marcus soupira, passant ses mains dans ses cheveux. « Parce que je pensais avoir besoin de quelqu'un de sophistiqué et de raffiné, quelqu'un qui faisait bonne figure au dîner d'affaires et au gala de charité. Je pensais que Blessing était. Je pensais qu'elle n'était que... » « Que quoi ?» insista Ryan. « Que la nounou, » termina doucement Marcus. « J'ai été un idiot. »« Oui, c'est vrai », acquiesça Emma avec un pragmatisme dévastateur. « Mais peut-être que quand nous la trouverons, tu pourras lui dire que tu es désolé d'avoir été un idiot. »« Si nous la trouvons, » corrigea tristement Marcus. « Quand ?» dit fermement Emma. « Nous allons la trouver. Nous le devons. » Marcus dut admettre, à contre-cœur, qu'avant Victoria et avant sa spectaculaire démonstration d'aveuglement, la vie avec Blessing avait été proche de la perfection. Elle était entrée dans leur vie il y a 9 ans, alors qu'il était au plus bas, fauché, désespéré et noyé dans le chaos de devoir élever seuls 3 bébés de 6 mois. Son empire commercial s'était effondré comme un château de cartes dans un tremblement de terre. Les médias avaient parlé de la « chute Wellington », et chaque jour apportait la nouvelle d'une autre fermeture d'entreprise, d'un millier d'emplois perdus, d'un pas de plus vers la ruine financière complète. Isabella, sa femme, avait jeté un regard sur leurs 3 bébés et décidé qu'elle n'avait pas signé pour une vie de difficulté. « J'ai épousé un milliardaire, pas un raté », lui avait-elle dit en faisant ses valises de marque. « Je ne reste pas pour te regarder nous entraîner tous dans ta chute. » Isabella avait embrassé les bébés comme s'ils étaient de lointaines connaissances, étaient sortis de leur vie pour toujours. Les papiers du divorce étaient arrivés la même semaine que l'avis de faillite finale. C'est alors que Blessing avait répondu à son annonce désespérée pour une nounou qui travaillerait pour presque rien, car presque rien n'était tout ce qui lui restait. La plupart des candidates avaient jeté un œil à l'appartement exigu, aux 3 bébés hurlants et au désespoir visible dans les yeux de Marcus, et avaient poliment décliné. Mais pas Blessing. Elle avait 24 ans à l'époque, fraîchement arrivée du Nigeria avec des rêves plus grands que son compte en banque et un cœur assez grand pour aimer 3 bébés brisés et un père désespéré. « Monsieur Marcus », avait-elle dit lors de son entretien, calmant sans effort la petite Emma qui pleurait depuis 2 heures. « Les enfants sont comme des plantes. Donnez-leur de l'amour, arrosez-les d'attention, et ils grandiront forts et beaux. L'argent ne peut acheter cela. » Jake et Ryan, sentant sa présence, s'étaient calmés. C'était comme de la magie. Au cours des 2 années suivantes,
tandis que Marcus reconstruisait lentement son empire à partir de rien, Blessing avait élevé seule ses enfants. Elle ne s'était pas contentée de s'occuper d'Emma, Jake et Ryan. Elle les avait aimés, façonnés, était devenu leur monde entier. Quand Marcus était finalement sorti de la ruine financière et avait acheté le manoir qu'ils appelaient leur foyer, Blessing était venu avec eux, passant 100 heures du statut de seul aide d'un père célibataire en difficulté à celui d'intendante indispensable d'un homme riche. Elle avait appris les préférences de Marcus pour le café, organisé son emploi du temps chaotique, géré les finances de la maison avec une précision suisse, et d'une manière ou d'une autre, avait fait de leur immense manoir un foyer chaleureux et aimant plutôt qu'une vitrine vide. Les enfants ne se souvenaient absolument pas d'Isabella. Pour eux, Blessing n'était pas la nounou qui était arrivée après le départ de leur mère. Elle était leur mère, point final. C'était elle qui avait arpenté les couloirs avec eux pendant les nuits blanches, qui avait célébré leurs premiers mots et leurs premiers pas, qui avait embrassé leurs genoux écorchés et séché leurs larmes. Pendant 9 ans, leur petite famille avait été parfaite. Marcus aurait dû le voir. Il aurait dû reconnaître ce qu'il avait. Au lieu de cela, il avait commencé à chercher quelqu'un d'approprié pour un homme de sa position. « Vous devriez trouver une femme, monsieur Marcus », disait Blessing lors de leur conversation tardive, une fois les enfants couchés. « Une bonne femme pour vous aimer, vous et les enfants. »« Et vous ?» taquinait Marcus en retour. « Ne devriez-vous pas trouver un mari ? Mais je vous préviens, il devra nous prendre tous en lot. Nous ne pourrions pas survivre un jour sans vous. » Les gens les prenaient souvent pour une famille lorsqu'ils sortaient ensemble. Marcus tenant la main de Ryan, Emma sautillant à ses côtés, Jake bavardant avec Blessing. Les inconnus souriaient à cette charmante famille. Ni Marcus ni Blessing n'avaient jamais corrigé ces suppositions. C'était trop agréable de faire semblant. Mais Marcus, étant riche et stupide, avait pensé qu'il avait besoin du type d'épouse qui s'intégrerait dans son monde de galas de charité et de dîners d'affaires. Il voulait quelqu'un de raffiné, d'éduqué, de sophistiqué. Quelqu'un qui avait l'air bien sur le papier, et encore mieux à son bras. Le défilé de petites amies qui suivit fut un désastre. Certaines étaient ouvertement jalouses de la place de Blessing dans la famille. D'autres essayaient d'être compréhensives mais ne pouvaient cacher leur malaise face à son rôle essentiel dans leur vie quotidienne. Les enfants avaient développé un système de notation. Alerte rouge pour les femmes méchantes avec maman Blessing, avertissement jaune pour celles qui étaient faussement gentilles, et feu vert pour les personnes réellement bienveillantes. La catégorie « feu vert » était tristement restée vide. Puis Victoria était arrivée, et tout avait changé. Victoria Sterling était tout ce que Marcus pensait vouloir. Élégante, sophistiquée, diplômée de Harvard, avec un sourire qui aurait pu vendre de la glace à des manchots. Elle était aussi, comme il s'est avéré, une meurtrière et une menteuse qui avait détruit leur famille parfaite et failli envoyer une femme innocente en prison à vie. Leur 10e anniversaire arriva avec l'enthousiasme de funérailles. Marcus avait prévu une grande fête, mais les enfants avaient demandé une célébration tranquille à la maison. Même cela semblait vide sans Blessing pour préparer leur gâteau préféré et chanter « Joyeux anniversaire » de sa voix merveilleusement fausse. Le matin de leur anniversaire, Marcus tenta de faire des crêpes et faillit mettre le feu à la cuisine. Les enfants étaient assis à la table du petit déjeuner, picorant leurs céréales, l'air d'assister à leur propre veillée funèbre. C'est alors que la sonnette retentit. « J'y vais !» cria Emma, sautant de sa chaise et courant vers la porte d'entrée. Le cri qui suivit fut si joyeux et si fort que Jake et Ryan se précipitèrent vers la porte plus vite que des sprinters olympiques. Là, sur le pas de leur porte, avec 3 cadeaux magnifiquement emballés et un sourire qui aurait pu illuminer la ville entière, se tenait Blessing. Elle semblait plus mince qu'avant, et de nouvelles rides autour de ses yeux témoignaient de mois de douleur et de guérison. Mais son sourire était le même, chaleureux, lumineux et plein d'amour. « Joyeux anniversaire, mes bébés », dit-elle doucement. Les enfants se jetèrent sur elle comme de petits missiles, la renversant presque sous la force de leurs étreintes. Ils pleuraient et riaient et s'accrochaient à elle comme s'ils n'allaient jamais la laisser partir. Marcus apparut dans l'encadrement de la porte, de la farine dans les cheveux et des larmes coulant sur son visage. Un instant, il la fixa, osant à peine croire qu'elle était réelle. « Tu es revenu, dit-il, la voix rauque d'émotion. « Je ne pouvais pas manquer leur anniversaire, » répondit doucement Blessing. « Quoi qu'il soit arrivé, je ne pouvais pas manquer leur anniversaire. La maison n'a pas été la même sans toi, dit Marcus. Nous n'avons pas été les mêmes sans toi. Je sais, dit doucement Blessing. Je n'étais pas la même non plus. Après que les enfants eurent ouvert leurs cadeaux, des présents parfaits qui montraient que Blessing avait pensé à eux chaque jour, Marcus lui demanda s'il pouvait lui parler en privé. Ils s'assirent dans le jardin, où ils avaient passé tant de soirées à discuter et à planifier l'avenir des enfants. Je te dois plus que des excuses,
commença Marcus. Mais Blessing leva la main. Vous ne me devez rien, monsieur Marcus. Vous avez cru aux preuves. Toute personne raisonnable l'aurait fait. Non, interrompit fermement Marcus. J'aurais dû croire en toi. J'aurais dû faire confiance à ce que je savais de ton caractère au lieu de faire confiance à ce qui ressemblait à des faits. J'aurais dû écouter mes enfants. J'aurais dû te protéger. Vous protégiez votre famille, dit doucement Blessing. Tu es ma famille, dit Marcus, les mots sortant d'un trait. Tu es ma famille depuis 9 ans. Tu es la mère dont mes enfants se souviennent vraiment. Tu es ma meilleure amie, ma partenaire, mon tout. Je t'aime, Blessing. Je t'aime depuis des années, mais j'étais trop stupide et têtue et absorbée par ce que je pensais vouloir pour voir ce dont j'avais réellement besoin. Les yeux de Blessing se remplirent de larmes. Marcus, je sais que je ne mérite pas une autre chance, continua Marcus. Je sais que je t'ai blessé en ne croyant pas en toi, en faisant entrer d'autres femmes dans notre maison, en étant aveugle à ce qui était juste devant moi. Mais si tu me le permets, je veux passer le reste de ma vie à me faire pardonner. Papa, appela la voix d'Emma depuis la maison. Tu demandes à maman Blessing de t'épouser? Parce que si c'est le cas, dépêche-toi. On veut voir. Marcus et Blessing se tournèrent pour voir 3 visages pressés contre la fenêtre de la cuisine, tous souriant largement. Vos enfants sont déhontés indiscrets, rit Blessing, essuyant les larmes de ses joues. Nos enfants, corrigea doucement Marcus. Eh oui, ils le sont. Alors, qu'en dis-tu? Veux-tu m'épouser? Veux-tu que notre famille soit complète? Blessing regarda l'homme qui lui avait donné une famille à aimer, les enfants qui lui avaient sauvé la vie par leur courage et leur honnêteté, la maison où elle avait trouvé son cœur. Oui, dit-elle simplement. Oui à tout. Les acclamations provenant de la fenêtre de la cuisine furent assez fortes pour réveiller les voisins à 3 pâtés de maison. 6 semaines plus tard, ils se marièrent dans le jardin où Marcus avait finalement trouvé le courage de dire la vérité. Emma, Jake et Ryan formaient le cortège nuptial. Emma tenait les alliances et les garçons accompagnaient Blessing jusqu'à l'autel. Lorsque l'officiant demanda si quelqu'un s'opposait à cette union, Ryan lança « Nous nous opposons autant qu'il a fallu à papa pour comprendre ». Le rire qui suivit était exactement le genre de son qui avait manqué à leur maison. Le son d'une vraie famille, enfin complète. Et si Marcus surprenait parfois Blessing en train d'enseigner aux enfants quelques expressions nigérianes de choix qui les faisaient glousser mystérieusement, eh bien, il se disait que chaque famille avait besoin de ses secrets. Surtout quand ces secrets venaient avec le plus bel accent du monde et assez d'amour pour remplir un manoir, et bien plus encore.